Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Aujourd'hui, je vous propose le témoignage d'un couple de 3 enfants, dont l'un d'entre eux, Aline, âgée de 3 ans, est atteinte de leucémie. Une course contre la mort, un combat pour la vie est engagé depuis l'annonce officielle des médecins. Les lourds traitements, les chimios, Marianne et Ludovic nous partagent leur quotidien. Alors comment ça s'est passé il y a 3 ans? Comment vous avez découvert la maladie? Alors en fait en janvier 2018, Aline est tombée malade elle a eu une bronchiolite. Elle a été hospitalisée à l'hôpital du Coudray une première fois pour 48 heures parce qu'elle ne mangeait plus. Et là on nous a expliqué que la bronchiolite c'était un virus qui pouvait durer très longtemps, etc. Mais que elle continuait à prendre du poids, donc fallait juste surveiller. Et en fait, un mois après, donc le 23 février, on l'a déshabillée le soir pour lui donner son bain. Et là, on a vu un hématome qui était apparu spontanément sur son torse. Et là, elle était toujours très encombrée du fait de la bronchiolite, etc. Et là, du coup, on a décidé de partir aux urgences, où il y a un bilan sanguin qui a été fait et ça a été le début de l'enfer. Entre le moment où elle est tombée pour la première fois malade et le moment où on a pu poser le diagnostic d'une leucémie, il s'est passé combien de temps? Est-ce que ça a été rapide? Ça a été très rapide. Ça a été très rapide. Je rajouterais qu'on est resté un mois à se mettre en tête que c'était pas une leucémie, puisqu'on était à la maison à traiter une bronchiolite. Ouais. Voilà. Et en fonction de nos... Je crois qu'on est passé voir 2-3 fois les pédiatres pour essayer de comprendre un peu, parce qu'on avait beaucoup de mal à comprendre pourquoi ça partait pas, cette bronchiolite. Et puis c'était surtout de pire en pire. Voilà. Donc du coup, face à ça, on s'est dit bon, il y a quelque chose, quoi. On part sur de la chimiothérapie, voilà, c'est le début du combat. Des chimiothérapies qui sont pas un franc succès, parce que c'est une maladie tout de suite qui s'annonce comme très complexe à traiter. Parce qu'elle est, pour faire du technique, un peu de réarrangement chromosomique qui font que ça n'arrange pas les choses. Et donc c'est un échec. Les 3 mois de chimiothérapie sont un échec. 3 chimios testés, 3 échecs. Face à ça, on commence à nous parler de manque d'issue. En tant que parent, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que dans quel état d'esprit vous êtes tout de suite déjà le diagnostic a été posé, Aline n'avait que 4 mois. Vraiment, quand on a su, elle est d'octobre 2017 et on a appris sa maladie en février 2018. Donc elle avait que 4 mois. Forcément, on est dévasté. Le mot cancer fait peur. Moi, je sais que je me suis dit, mais comment c'est possible? Enfin, mon bébé, elle est toute neuve, elle a que 4 mois, comment la machine peut déjà dysfonctionner, c'est irréel, quoi. C'est un tsunami pour toute la famille. Et comment justement vous avez géré? Est-ce que vous avez décidé de vous-même vous informer par vos propres moyens? Oui. Est-ce que vous êtes entouré de peut-être d'autres parents qui étaient dans le même cas que vous? Comment ça s'est passé, le travail d'information ailleurs que celui des médecins? Je dirais qu'on a eu 2 façons de fonctionner entre Marianne et moi. Marianne plutôt introvertie dès le départ, cherchait à être beaucoup plus ciblée autour d'Aline. Moi, aller chercher des réponses médicales, des réponses, c'est pas bien de dire le mot parce qu'il faut surtout pas comparer, mais on le fait quand même par rapport à d'autres enfants qui ont des similitudes dans les pathologies, dans les maladies. En fait, au démarrage, on est plutôt resté un peu dans notre coin parce que déjà c'était compliqué pour nous et voilà, se lier avec d'autres parents. On n'avait pas forcément envie de prendre aussi la peine et le. C'était déjà très difficile pour nous. Voilà. Et par contre, on a eu besoin de comprendre la maladie, de savoir contre quoi on allait tous se battre
parce qu'il n'y a pas qu'Aline, même si c'est elle qui a les traitements. Nous, on était là tous les jours voilà, avec elle. Donc ça, par contre, ouais, on a eu ce besoin de comprendre exactement ce qu'il en était de sa maladie. Voilà. Et dans cette situation, par rapport à d'autres parents, par rapport à d'autres cas, est-ce qu'on se prend le risque à faire des estimations Oui. En fait, la situation est tellement... Voilà, moi par exemple, pour cette rechute qui est quand même la deuxième, je me suis mis à faire un peu moi mes statistiques. C'est-à-dire qu'en général, quand on parle d'une leucémie du nourrisson, il y a 50% de chances de guérison. Quand Aline est arrivée à l'hôpital, voilà, c'était une unité de 4 lits bébés. Et je me suis dit, bon j'ai revu tous les enfants, ceux qui sont malheureusement décédés, ceux qui sont toujours là, et je me suis dit, et nous, on va se situer où en fait? Enfin, c'est très bizarre, mais on en est là. Enfin, moi, j'ai été à faire mes propres statistiques, en fait. Et du coup, votre quotidien, le quotidien d'Aline, ça se passe comment? Vous l'avez à la maison, les traitements, c'est l'hôpital, c'est ici? Dès le départ, à partir de ces 4 mois, elle a été hospitalisée 8 mois et demi, sans quasiment sortir, parce qu'on a eu des aléas, les chimios ne fonctionnent pas, l'allogreffe c'est quand même des chimiothérapies de conditionnement extrêmement lourdes, hélas il y a beaucoup d'enfants qui partent de cette allogreffe, de ces conditionnements, soit ça guérit, soit c'est le traitement qui tue, hélas. Mais du coup, nous clairement on est resté très longtemps quand même au SPI, et on a eu la chance de sortir en novembre 2018. Et on a eu après la greffe, donc je dirais 10-11 mois de tranquillité. Et hélas, la greffe n'a pas suffi. On a eu une rechute en juillet 2019, après les vacances. Voilà. On savait qu'il y avait quelques petites choses qui n'allaient pas, des exophthalmies, des petites choses qui n'allaient pas. Et c'était la toute première rechute. Alors sur l'un des aspects de la maladie, on a eu une chance, c'est qu'on n'en voyait plus qu'une. Et on a été éligible, après un mois de thérapie, de chimiothérapie, à ce qu'on appelle les CAR-T-cell. Alors moi j'insiste sur les CAR-T-cell parce que c'est la thérapie du futur, un des traitements révolutionnaires qui commence à sortir. C'est des petites cellules qu'on prend du corps, qu'on modifie génétiquement. C'est pas une farce, ça paraît un peu extraordinaire. Et on les réinjecte. Alors ces petites cellules, on les modifie pour qu'elles puissent cibler, détruire la maladie. Voilà. Alors pour l'instant, c'est des techniques vraiment innovantes. C'est en train de se développer, mais ça va pas assez vite. Ça nous a acheté, nous, en tout cas, 13 mois de rémission avec un confort qu'on n'a pas connu jusque-là. Pas de perte de cheveux, de l'appétit qui est là. Aline a pu faire sa première rentrée scolaire. Plein de choses qui font que pour ceux qui ont un cancer comprennent tout de suite la différence, le delta entre une chimio, une allogreffe qui est extrêmement violente, et pour le coup là des CAR-T-cell qui commencent à arriver sur le marché, je dirais. Et ça c'est important d'en parler parce que du coup pour le moment c'est des choses qui ne sont pas très connues par le grand public. Mais pour autant c'est des choses qui dans les 10 ans peut-être seront, je l'espère, des thérapies données en premier lieu au lieu des chimios et compagnie. On a eu donc une seconde rechute, donc en janvier, voilà, on a su. Il y avait des petites choses qui nous mettaient le doute sur l'état de santé d'Aline. On a cherché pendant de nombreux mois, avec ces bilans, quelques petites anomalies qui nous mettaient en alerte. Hélas, on est à notre deuxième rechute, voilà, c'est pas quelque chose qu'on aurait souhaité. Mais Aline, pour l'instant, elle est donc repartie pour des chimios. On a la chance qu'elle a encore ses cheveux. Voilà, on a la chance d'avoir encore dans le curatif un traitement pour nous permettre d'essayer, en tout cas d'essayer de nous débarrasser de cette maladie pendant 2 ans. Et pendant ce temps-là, nous, en fait, on sait qu'on ne va pas avoir 50 cartes à jouer. Quand on est à la deuxième rechute, les nuages gris sont au-dessus de nos têtes, on le sait.
l'épée Damoclès est là, mais pour autant, je pense pas qu'il faille se plaindre ou commencer à se dire oh mon Dieu, machin. Non, faut y aller. Je voulais voir pour le côté quotidien, entre frères et sœurs, savoir comment ça se passe, comment on a appris la nouvelle au grand et comment il la gère. Ah, ça c'est une vraie question. Ouais. Il y a pas, je pense pas que la fratrie, hélas, arrive à gérer ça. C'est pas quelque chose qui se gère, c'est quelque chose qui se subit. On peut essayer de régler les curseurs pour essayer d'interpréter. Le mot juste est important. Comme on dit souvent, on soigne Aline, hein, pas de promesse de guérison, on ne sait pas, hein, on ne voit pas l'avenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une équipe médicale motivée, qu'on a une association, on est à fond. Nous, on garde la pêche. Les enfants, c'est des enfants, hein, donc ils ont la pêche tout le temps. C'est ça qui est juste exceptionnel. Et même Aline, moi j'aurais la maladie qu'Aline a, je suis pas sûr que je serais aussi vaillant, sans mentir. Donc ça, c'est une force. Ça, c'est vraiment une force. Est-ce que Lisa et Nathan parlent de la mort? Est-ce qu'ils ont conscience qu'un jour ils peuvent perdre leur petite sœur? Alors, il y a 3 ans de ça, je pense pas. Parce qu'ils avaient 3 ans de moins. Là, c'est vrai que la notion de vie et de mort, ils commencent à l'avoir à partir de 6 ans. Donc oui, on a eu des échanges. Nathan a dit que ce serait triste s'il venait à perdre sa petite sœur. Alissa, à travers des somatisations, nous fait part aussi qu'elle a peur de mourir et qu'elle a peur pour sa petite sœur également. Et comment on gère ça? Très honnêtement, je ne sais pas. On espère que la question n'est pas trop maladroite, mais dans la maladie, question coût, question... comment ça se passe? Est-ce qu'on est suivi par l'assurance maladie? Vous avez dû arrêter de travailler pour être soignant à la maison. Alors comment ça se passe? Aline, déjà la première année, moi j'ai eu l'allocation journalière de présence parentale. Et après, en fait, on a monté un dossier à la MDPH, puisque Aline, du fait de sa leucémie, est reconnue comme enfant handicapé à 80%. Donc, ce qui donne droit à une allocation d'aide pour l'éducation de l'enfant handicapé, la EEH, et un complément. Je pense que c'est lié au pourcentage du handicap qui est reconnu. Donc voilà, on a ça. On a... je dirais qu'il y a quand même un gros malaise. Moi, en tout cas, c'est un peu mon coup de gueule de ce qui se passe en France, et notamment sur la carte handicapée. Il y a un gros delta entre le moment de la demande et le moment là. C'est à se demander si c'est pas une volonté. Voilà, ça c'est ma première observation, et je suis pas le seul à le penser, hein, puisque c'est un collectif, hein, c'est le constat universel. Hein. C'est l'administratif. Vous avez un enfant en situation de handicap ou malade, faut vraiment être un pitbull pour aller chercher les documents. Donc ça, voilà. Ensuite, moi j'ai continué à travailler, hein, donc voilà, j'ai la chance d'avoir quand même un emploi qui nous permet d'avoir, je dirais pas une forme de confort, mais en tout cas de limiter la casse. Marianne a dû arrêter, hein, forcément, donc ça n'aide pas. Et puis c'est surtout, par contre, il y a quelque chose qui est assez élémentaire, c'est que l'hospitalisation d'Aline est prise à 100% en charge. Ça, on a la chance d'être en France. C'est-à-dire que tous les traitements de chimiothérapie, aujourd'hui, sinon il aurait fallu revendre 5 ou 6 maisons, hein, sans mentir. Des cartes SL, c'est à peu près 300 000 euros. Des chimiothérapies, je ne pourrais pas dire, avec tout ce qu'elle a eu, je ne saurais pas donner. Le prix journalier d'une chambre dans un service spécialisé, c'est au moins 4 000 euros. Ouais. Donc, la journée, hein, sans les forfaitaire, hein, c'est le prix journalier. Voilà. Et pour une petite info, donc à bout de 8 mois et demi de traitement non-stop en restant à l'hôpital, ça fait quand même, faut multiplier. Et je dirais, l'allogreffe, je ne crois pas dire de bêtises, mais j'avais entendu quelque chose comme 600 000 euros. C'est quand même assez colossal. C'est des sommes assez colossales. Donc nous, on n'additionne plus, hein, depuis les 2 rechutes. Aline, on connaît l'homme qui valait 3 milliards, mais maintenant on connaît la petite fille qui est pas loin aussi. J'ai une question un peu plus personnelle qui s'adresse au couple. Lorsqu'on se marie, donc le maire
annonce le meilleur comme pour le pire. Est-ce que dans votre vie de couple, du coup, ça a été plus difficile? Parfois, lorsqu'on rencontre les problèmes de finances ou la maladie, des tensions se créent. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes senti en danger devant l'accablement de difficultés auxquelles vous étiez confrontés? Personnellement, je dirais que non. Enfin, nous, j'ai l'impression, on a souvent parlé de ça, j'ai l'impression que ça nous a soudés. Ouais. Mais c'est qui tout double. Ça, c'est clair et net. Les finances, c'est que de l'argent. Encore une fois, le tout, c'est de sortir à ligne. Ce qui est clairement difficile, c'est d'être vraiment synchro par rapport à ce qu'on pense de l'état de santé d'Aline et de son issue. Où ça reste quand même aussi un sujet qui fait débat, c'est toujours délicat. L'un des fois apporte l'autre, en fait. Il faut être complémentaire. Je pense qu'on a été complémentaires, en fait. Donc, mais c'est pas un exercice facile. Ouais. Parce que c'est pas un sujet très, très facile à traiter, surtout que le couple passe en second. Quand vous êtes à vous croiser, on s'est croisés voilà, pendant longtemps. Communiquer quand on se croise, c'est un autre. Heureusement, on a des technologies, on a vécu le Covid avant tout le monde, nous. On est passé sur les messengers, les WhatsApp, on est devenu au top de la performance réseaux sociaux. C'était pas quelque chose qui nous intéressait, mais on a trouvé, on va dire, un peu refuge là-dedans. Mais oui, c'est délicat comme question parce que le pendant de la maladie, ça pourrit la vie de famille, clairement. Oui. Vous avez des enfants qui sont au bord de la dépression qu'il faut essayer de relever. Vous avez vous-même au bord de la dépression qu'il faut essayer de relever. Des psychologues qui écoutent d'une oreille mais qui finalement ne connaissent pas forcément ces situations de façon très pointue parce que quand on tape 1-2 rechutes, c'est du hors norme, c'est du sur mesure. C'est pas j'ai un ongle incarné ou j'ai un problème avec mon patron. C'est pas les mêmes difficultés, quoi. On rentre dans du plus pointu, je dirais. Donc du coup, on s'improvise un peu psychologue l'un pour l'autre aussi, je pense. On sonde, on vérifie si tout le monde va bien, on fait un peu du travail de fond. Non, oui. Après, oui, pour le meilleur et pour le pire, on a été complémentaires quand l'un coule, l'autre le relève et inversement, quoi. Il y a des moments où on est tous les deux synchro et puis que ça se passe bien. Je veux dire, je pense qu'on a cette chance de ne pas être. Il y a des moments où ça ne va pas tous les deux, on se dispute comme dans tous les couples, mais on n'a pas le sentiment, en tout cas, que la maladie ait pu ternir notre vie de couple. Donc rappelez la date de la course avec... je me permets de mettre la petite affiche. Alors, c'est l'association des parents d'élèves qui a pris l'initiative de collecter, de faire la course au profit de l'association Princesse Margot, donc, qui est la présidente, c'est Muriel Latab, c'est une femme extraordinaire, que nous on a eu l'occasion de connaître, qui a monté cette association suite au décès, hélas, de sa fille, qui a eu un cancer du cerveau. Du coup, elle a mis toute son énergie dans cette association pour aider les autres. Donc voilà. Alors, je pense que tout participer, comment ça se passe? La course, c'est d'où à où? Alors, c'est là l'intérêt de cette course, c'est que le 29 mai, on va faire des circuits à Favières et à La Chelle. Voilà. Et ça, c'est parce que dans le dur, on s'est dit qu'il faut quand même avoir un symbole de la course et qu'on puisse avoir des gens qui courent, prendre des photos, faire un événement, un ou plusieurs événements. Moi, j'invite les gens à créer leurs événements localement pour ceux qui veulent prendre cette trame-là et initier un mouvement chez eux, à Nantes, Bretagne, etc. Ça, c'est la première chose. Par contre, c'est une course en fait qui est adaptée au Covid. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un team building, on ne peut pas faire une réunion d'équipe, on ne peut pas faire une action concrète avec des potes ou entre clubs parce que le Covid est là. Ça, c'est une action où je scanne, j'achète mon dossard et je cours entre le 12 mars et le 31 décembre, quand je veux, où je veux, et avec qui je veux. Donc je qualifierais ça une opération open bar, où on s'adapte au Covid, mais on envoie un message très fort. C'est on arrête le cancer des enfants, on améliore la recherche, et on finance un projet concret, qui est piloté par le professeur Baruchel. Et c'est l'écart-aisselle, la thérapie, une des thérapies du futur. C'est moi mon ambition, en tant que papa, c'est que demain, les gamins, ils aient plus de chimio, qu'ils aient plus les cheveux qui perdent et qu'ils arrêtent de vomir partout quand ils mangent. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'écart-aisselle, c'est des choses qu'il faut faire avancer. Donc ça, c'est une course
Alors, c'est qu'une course, c'est un exemple de chose. Je pense que c'est la pierre angulaire, enfin, c'est le fer de lance pardon, de notre action pour financer ce projet, parce qu'il va falloir énormément de sous. C'est pour ça qu'il va falloir ratisser très large. Il ne faut pas 10 coureurs, il en faut des millions. Je ne vais pas vous mentir, parce qu'un protocole à faire évoluer, à faire financer, c'est des coûts de 2-3 millions à aller chercher. Hein. C'est quand même des grosses sommes. Voilà. Donc on sensibilise énormément. Je pense que le mieux, c'est du local. Après, bien sûr, il y a des élus locaux aussi à sensibiliser, ce qui est le cas, hein, ce qui est déjà le cas. On a des députés, voilà, député Marini, Sandrine Josso, qui est sur Nantes, avec Frédéric Baron. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles à cette cause-là. Je pense aussi au député Pierre Vatin, qui est extrêmement investi dans les maladies rares et orphelines. Il y a beaucoup d'associations hein, qui luttent contre le cancer, mais de plus en plus, il faut unifier tout ça. Hein, le collectif Gravir est là pour ça, d'ailleurs. Le collectif Gravir, l'association Princesse Margot en fait partie. C'est une sorte de rassemblement de plusieurs associations, de structures pour aller dans le bon sens et commencer à réfléchir collectivement à comment faire avancer les choses. Donc ça, c'est juste génial. Donc moi je souligne ces initiatives-là et surtout j'invite tout le monde à s'inscrire. Donc il y a un QR code, c'est très facile. Hein. On fait un coup de QR code ici, on s'inscrit, on choisit le 2, 5 ou 10 km et j'ai même envie de dire on ne cherche pas la quantité ou la performance. Celui qui veut juste acheter son dossard, se prendre en photo pour faire rayonner, c'est le fond de l'histoire, c'est ça. Moi je ne suis pas coureur, je pense que je vais perdre mes poumons, hein, clairement, mais c'est pas grave. À la limite, si je fais pas les 10 km, même si je clique dessus, c'est le même prix. Il n'y a pas de notion de prix. Voilà. Alors la petite particularité de cette course, c'est qu'on peut, pour ceux qui le souhaitent, hein, notamment en fin d'année, c'est pour ça aussi que la course va jusqu'à la fin d'année, souvent les impôts nous rattrapent et on se dit mince, plutôt que de donner à l'État ou dans des choses où on ne sait pas où ça va, j'ai envie de donner à une association. Bah ça c'est pareil, là pour ce protocole de recherche à développer, on peut très bien s'imaginer prendre le dossard et mettre aussi un don supplémentaire, c'est une possibilité sur le site, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de limite de prix, le prix mini c'est 10 € le dossard évidemment, il fallait fixer quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est ce que moi j'appelle une course virtuelle nationale. Alors elle sera retransmise sur LinkedIn et sur Facebook parce qu'elle est connectée. Sur les points de rassemblement, on va connecter, les gens pourront voir la vidéo de ce qui va se faire à la Chelle. Voilà. Parce que je pense qu'on va être quand même relativement nombreux, en espérant que le Covid nous fiche la paix. Hein. Si ce n'est pas fait, c'est pas grave, puisqu'il y a ce côté très virtuel et accessible, open bar pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir d'hier, donc le 12 mars, jusqu'au 31 décembre, on trouvera tous à un moment donné une petite heure pour aller courir, pour ceux qui sont sportifs ou non. Voilà. Je vous remercie infiniment pour ce témoignage, ce partage. Est-ce que vous auriez un message à adresser à des parents qui débutent le chemin que vous avez vous aussi emprunté, qui sont confrontés à la maladie de leur enfant? Moi j'en ai un. Nous on a un parcours difficile, mais tant que l'enfant est vivant, il y a de l'espoir. Les traitements et la médecine, ça avance énormément. Nous, on a eu 3 ans de traitement, 3 ans de difficultés pour Aline, hein. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent sur le marché, ouais. Et ça sauve des vies, quoi. Donc il faut pas rester. Moi, comme je disais souvent pendant qu'on était traité, moi les résultats de 2013, 2015, 2018, je m'en fous. On est en 2021. Donc si Aline sera guérie, quand on nous annoncera dans 5 ans la guérison d'Aline, on sera en 2026. En fait, ces résultats-là, celui qui sera traité en 2026, à ce moment-là, qui découvrira la maladie, il ne faudra pas regarder les chiffres d'avant. On s'en fout. Parce qu'à un moment même où on parle, ça évolue. On avance. Je voulais rebondir là-dessus parce que je disais tout à l'heure que j'en venais à faire des statistiques, mais c'est parce qu'en fait on est tellement dans le désespoir qu'on essaie de se raccrocher à tout. Mais comme tu dis, effectivement, en fait on fait les chiffres de demain. C'est-à-dire que les chiffres qu'on a pu nous donner, les 50% de guérison dans les leucémies du nourrisson, si ça se trouve ça a évolué depuis. En fait, on a pris le parti surtout de ne plus demander de chiffres. Voilà, aux médecins. C'est enfant dépendant. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est de pas
voilà, c'est en fait, il y a autant de maladies que d'enfants. Pas se dire que parce que voilà, cet enfant a cette maladie-là, mon enfant a le même, l'autre enfant a rechuté, mon enfant va rechuter. Enfin, faut surtout pas. Chaque histoire est complètement différente. Voilà, nous, c'est pas parce qu'Aline a rechuté après la greffe que tous les enfants rechutent après une greffe. Tout à fait. C'est pas parce qu'Aline a rechuté après l'écarticelle que tous les enfants rechutent après l'écarticelle. Au contraire, il y a des bons taux de réussite. Mais voilà, c'est enfant dépendant et surtout, bah voilà, tant qu'il y a des traitements, tant que voilà, il y a de l'espoir, tout simplement. Alors si vous aussi, vous avez été touché par le témoignage de ce couple, de cette famille, vous avez la possibilité de les aider dès à présent en participant, en vous inscrivant dès aujourd'hui, en participant à cette course dont il y aura un événement le samedi 29 mai. Rendez-vous immédiatement sur le site internet Pro Timing et cherchez la course Princesse Margot. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loire, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loire. Merci et à bientôt.